Aujourd'hui, on continue dans les lectures de l'été. Elles sont cette fois un peu lointaines, mais je crois qu'il faut y revenir pour la rentrée, même si on n'est pas en rentrée littéraire. On va parler non-fiction et surtout non-fiction américaine. J'ai choisi deux livres parce qu'ils m'ont plu et pour des raisons différentes, et on va en discuter, et je trouve qu'ils vont pas mal ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez. Il s'agit du recueil Considérations sur le homard de David Foster Wallace et du réalisme capitaliste de Mark Fisher. J'ai oublié leur date. Le Wallace, Foster Wallace, a été édité en français en 2017. Je sais plus, tiens, qui l'a traduit. Si. Je vais avoir du mal à le prononcer, je suis tellement désolée. Jakuta Alika Vazovic. Pardon. Ah, on est aux éditions de l'Olivier, apparemment, collection Feu. Il est un peu cher, je trouve, 21 €. Format agréable dans le métro, au lit, etc. Vous me connaissez. Mark Fisher, le réalisme capitaliste, édition entre Monde. 10 €, très fin. Très fin, un peu fragile, la couverture. J'ai pu voir, surtout celui-ci, sur les étals des libraires que je fréquente. Mais en même temps, j'ai un peu raté Considération sur le homard à la sortie, j'ai pas compris. Pourtant, ça faisait longtemps que je l'attendais traduit, parce que je suis toujours une flemmasse. Et surtout parce que, bah voilà, c'est quand même un vocabulaire méga riche. J'arrive pas à suivre en anglais. Ou en tout cas, je n'y trouve pas de plaisir. Et Mark Fisher a été traduit, donc le réalisme capitaliste a été traduit par Julien Guazzini. Je pense que c'est la collection Rupture. Édition originale 2009. Je m'en rends compte en vous les présentant. Ce sont deux livres de suicidés. Bon, ils ont d'autres points communs. Par exemple, celui, et que je trouve particulièrement intéressant, de parler de pop culture pour appréhender le monde actuel et le monde dans lequel on vit, et en particulier ce que Fisher appelle, à la suite de Jameson et d'autres, le capitalisme tardif. Enfin, chez Jameson, c'est ce qu'on va aussi appeler le postmodernisme. Mais je connais mal Jameson, je pense que je reviendrai vous en parler dans quelques temps, peut-être pas toute seule, on verra ça. Je pense qu'ils sont surtout Fisher, qu'il est un peu l'équivalent de Laurent Suter, mais que je connais pas bien, mais je pense qu'il y a une ligne à tirer, sauf que je crois pas qu'il soit mort. Excusez-moi. Par où je commence? Je vais commencer par quelques points communs. Ils sont, ces deux auteurs, Fisher et Foster Wallace, ont tous les deux été universitaires. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse, parce que ça me rappelle un peu ma vie perso ou professionnelle, mais ça veut dire qu'ils vont adopter ou transférer des méthodes d'analyse professionnelles à des domaines qui ne relèvent pas de ce que l'on peut appeler le canon. Alors la notion de canon, elle est particulièrement, j'allais dire malmenée, mais je trouve ça très bien, remise en question, élargie, la question de savoir ce qu'est un classique, ce qu'on fait des classiques, c'est des choses qui reviennent régulièrement ici, à, à une actualité assez brûlante. Surtout, alors ce qu'on peut voir, c'est que cette remise en question de littérature canonique et surtout des littératures classiques comme des littératures canoniques, donc le canon, c'est ce qu'on va enseigner à l'école, ce que l'on va étudier prioritairement, les grands auteurs, les statuts, etc. Et bien c'est à la fois très, j'ai envie de dire, marbrisé, quoi, enfin, panthéonisé au XIXe siècle, donc c'est la grande époque des statuts des grands auteurs, c'est l'époque du Panthéon, la grande époque des panthéonisations, enfin tout un ensemble de choses qui ont d'abord été étudiées par Paul Bénichou dans Le Sacre de l'auteur, qui permettent de faire de la littérature un domaine à part et de séparer finalement la littérature comme littérature, c'est-à-dire la littérature comme absolue, et ça c'est une notion qui est héritée du romantisme allemand, des belles lettres, et donc d'une production littéraire beaucoup plus circonstancielle. Pour rappel, les auteurs ont une vie, un corps, etc.
Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que déjà au XIXe siècle, dans l'étude, notamment philologique, et là, du côté des langues, du statut des documents, etc., c'est des choses qu'on va trouver beaucoup chez Renan, mais pas seulement. Ce canon est remis en question, donc par Renan, par l'intégration de textes sacrés ravalés au vulgaire rang d'objets d'étude, je pense à la Bible, c'est ce qui se passe avec la vie de Jésus et les 6 tomes qui suivent dans l'histoire des origines du christianisme, mais c'est aussi ce que l'on va voir par la prise en compte de littérature, donc que Renan appelle littérature excentrique dans l'avenir de la science, mais c'est pas du tout ce qu'on appelle le récit excentrique. Je vous renvoie à Daniel Sansu pour ces notions-là. Ce qui est de l'anti-récit en fait, le récit excentrique. Mais donc par l'idée que ce sont les textes les plus marginaux qui finalement seront peut-être les plus emblématiques, significatifs, révélateurs, etc. Parce que Renan et beaucoup d'autres philologues avec lui, donc Renan est un historien des textes, du document, historien des idées, et donc bah, il s'agit de trouver les traces ou les documents qui portent ces idées pour, dans le cas de Renan, retrouver les traces de l'esprit humain. Ça vous intéresse, faites-moi signe, je peux vous expliquer ça en détail renanien. L'idée de canon, bah, c'est aussi l'idée de l'école, du programme scolaire, qu'est-ce qu'on a dans le manuel, la guerre des Michards, machin, etc. Et tiens, et si on étudiait des gens vivants de temps en temps, et tiens, oh, mais pourquoi pas étudier des bonnes femmes, etc. Et peut-être qu'il se passe autre chose ailleurs. Donc cette idée de canon, elle est constamment mouvante. Le canon, c'est ce qu'on enseigne à l'école, grosso modo, et ce que l'on considère qu'il faut avoir lu, ou de moins dont il faut avoir une idée à l'époque classique, et surtout à partir du XVIIIe siècle, s'est répandue l'idée que le canon, c'était finalement, en fait, l'épopée, enfin, que l'épopée était le canon des nations, et que dans la pratique, ceux qui jouaient ce rôle en France, ben, c'était les fables de La Fontaine. Ce qui montrait un peu l'inaptitude épique de la France. Il y a eu des grandes tentatives d'épopée, mais on n'a jamais étudié la Henriade à l'école comme les petits élèves d'Athènes pouvaient étudier l'Iliade et l'Odyssée, pour ce que j'en sais. Et là, en fait, ce que nous proposent des gens comme Foster Wallace, comme Laurent Sutter que je lis pas encore, Mark Fisher, c'est en fait de revenir à cette idée de canon et d'une façon que je trouve particulièrement intéressante, c'est-à-dire bah, le canon finalement, ou plutôt, il n'y a pas la question de canon, hein, mais l'étude va porter sur ce qui est réellement lu, vu, pratiqué en tant que qu'activité culturelle. Donc bah, les blockbusters, les films d'horreur, les films de genre, etc. C'est assez différent de, même si c'est pas éloigné, mais de la pratique façon Nanarland. Donc d'aller rechercher des films, par exemple des films, hein, ou des livres de genre, souvent assez cachés, qui vont avoir mauvaise presse et qui n'ont pas forcément eu tellement de public. Là, il y a quand même une observation, alors non pas chiffrée hein, sur des statistiques et des chiffres d'entrée, mais bon, bah, sur des œuvres quand même souvent assez connues. Et ce qui va intéresser Fischer dans le réalisme capitaliste, c'est de voir en fait quelles sont... Enfin, c'est de répondre à une question donc, qu'il a trouvée chez Frederick Jameson, et qu'on trouve aussi chez d'autres auteurs, à savoir pourquoi est-il plus facile d'imaginer la fin du monde, à savoir l'apocalypse, et les films catastrophes le montrent bien, que d'imaginer la fin du capitalisme. Et on peut remarquer que les films survivalistes sont des films qui finalement sont très capitalistes, non seulement parce qu'ils rapportent des sous, mais parce que le monde qu'ils présentent est un monde capitaliste. C'est pour ça que j'aime bien Antoine Volodine, parce que pour le coup il le fait pas. Mais vous remarquerez que vous ne voyez pas tout le temps des gens avec des t-shirts Antoine Volodine, etc. Donc c'est une post-apocalypse non capitaliste. Et ça c'est intéressant. Et en plus, chez Volodine, vous pouvez avoir une réflexion sur quelque chose comme un post-soviétisme, un réalisme soviétique tardif, si on calque. Mais c'est pas du tout l'objet de Mark Fisher, qui en parle pas, absolument pas. Et une des réponses principales, j'ai l'impression, de Fisher à cette question, c'est que le capitalisme, tel qu'il se pratique aujourd'hui, n'est plus seulement un système économique, mais qu'il est un système culturel et qu'il a infusé
absolument, ou transformer, ou restructurer absolument tous nos modes de production, notre travail, même non productif, et notre culture, jusqu'à nos rêves. Et donc, une de ces questions est un de ces travaux, un de ces axes, c'est de voir en fait comment nous sommes devenus comment notre idéologie ne sait plus se déprendre de cette idéologie capitaliste. Et a fortiori néolibérale dans ce cas-là. Alors c'est c'est assez agréable à lire. Fischer est quand même plus... J'ai trouvé Fischer plus dur que les considérations sur le homard, mais bon, c'est un universitaire qui travaille sur la pop culture, qui avait un blog, c'est pas un écrivain comme l'était Foster Wallace, pour autant que je le sache en tout cas. C'est-à-dire que mais quand même assez agréable, et pas mal de choses m'ont interpellé. Alors vous allez avoir pas mal de philosophes cités, philosophes, théoriciens de la culture, analyse de la culture, voilà, de grands noms. Donc Frédéric Jameson, Zizek, Baudrillard, donc voilà, on est sur les gens habituels pour ces questions. Et va s'opérer un va-et-vient entre l'analyse de production culturelle, essentiellement des films, et donc de théorie pure, donc qu'il propose, qu'il cite et qu'il propose, et j'ai envie de dire d'anecdotes, mais ces anecdotes n'ont rien d'anecdotique, en tout cas de moments où il a pu percevoir des pratiques et ou des transformations dans son travail, c'est-à-dire en tant qu'universitaire. Et Fischer a la particularité d'avoir été enseignant dans un collège, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, mais enfin grosso modo en premier cycle de fac pour pas forcément les boursiers, mais public, quoi, pas très cher. Et il me semble que c'était en Angleterre, mais je suis même pas sûre. Oh, il était écrivain aussi. Donc il était au Goldsmiths College à Londres, donc là, j'ai pas eu tort. Il était aussi critique musicale, analyse de la pop culture et politique. Mais c'est finalement la même chose tout ça quand on réfléchit un peu. Et écrivain, mais je sais pas, tu as fait des romans ou quoi. Donc, et donc ça fait des moments assez étranges. Donc entre les attentes par exemple des parents, les attentes des étudiants, les attentes de l'équipe de management, c'est quoi une fac qui est managée? C'est une question qu'on commence à bien découvrir en France, mais l'Angleterre a été plus rapide, etc. etc. Et il a eu un des blogs les plus suivis, hein. C'est vraiment quelqu'un d'important sur ses analyses de la culture pop. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et en plus, ce va-et-vient entre l'expérience personnelle, la théorie, etc., c'est quelque chose, alors, qui est très, que moi je ressens comme très marqué blog, que je ressens assez facilement aussi comme assez féminin, mais alors là, les références n'appartiennent pas du tout à ce que l'on pourrait penser comme référence féminine. C'est des questions qui m'intéressent, la prise de parole, l'éthos, etc. Dans, on va dire, grosso modo, la littérature féministe, et c'est très très large, la littérature féministe, telle que je l'entends. Mais j'ai aussi l'impression que c'est quand même quelque chose qui est très, je n'ose pas dire américain, mais en tout cas anglo-saxon, que ce rapport personnel ancré dans les textes, cette possibilité de dire je, etc. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et c'est peut-être aussi profondément postmoderne. Il y a quelque chose de l'impossibilité d'un universel là-dedans, du renfermement dans l'individualité. Et en même temps, ça serait le côté négatif, j'ai pas eu cette sensation-là chez Fischer, dans le même temps, on peut y voir un autre truc, c'est-à-dire le retour à l'oralité du récit tel que la pensée l'espérait Benjamin. Et les liens avec Benjamin ne sont... Alors, je ne suis pas un souvenir de Benjamin beaucoup cité dans le réalisme capitaliste, mais la filiation est assez nette, hein, parce que ce qui intéresse Fischer, c'est de voir comment on n'arrive plus à penser un futur.
Et donc, finalement, son analyse est complètement sous-tendue par l'idée que tout document de culture est un document de barbarie, puisque l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, donc ce sont les thèses sur le concept d'histoire de Benjamin, et que non seulement on va avoir une place qui est prise, mais que la catastrophe de l'histoire se répète, les futurs et les possibilités messianiques s'effacent, et donc c'est pour ça que l'histoire n'est qu'un amas de ruines. Et notre histoire est donc celle de ces catastrophes de l'histoire. Et finalement, on va pas tellement avoir cette image d'un temps long, alors peut-être un peu cyclique, mais troué de messianisme que l'on peut avoir chez Benjamin. C'est très compliqué le temps chez Benjamin, je vous renvoie à d'autres gens. Mais on a quelque chose alors qui est un marqueur de la postmodernité que l'on trouve chez pas mal de penseurs-penseuses, mais qui est l'idée du présentéisme absolu, d'un présent permanent, et ce qui fait que finalement, la possibilité d'une fin du monde n'est jamais qu'un nouveau présent, mais ne permet pas de faire advenir une transformation du système. Et bon, ça explique un peu la faillite des gauches, quoi, d'une certaine façon. Et c'est le monde d'après la chute du mur. C'est super déprimant, vu comme ça, mais c'est vraiment agréable à lire. Ça m'a bien plu, c'est un peu aride par moments, enfin on va dire que c'est pas tellement mes références culturelles, les références de Fischer, donc bon, des fois j'étais un peu paumée. Mais donc là je pense au film notamment qu'il analyse. Par contre, au niveau de la pensée et du constat, je suis parfaitement d'accord. Voilà, enfin, bon, voilà, je vais être un peu triste aussi, quoi. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Pour les considérations sur le homard de l'Olivier, j'ai vraiment trouvé que le livre était cher. Surtout qu'en fait, il y aura 2 tomes et c'est que le tome 1. 20 balles, x 2. Donc dans le tome 1, on a le le gros fiston Rougeau, la vue de chez Mrs. Sampson, Courage Simba, considération sur le homard et les remerciements de l'auteur. Je sais plus ce que c'était le gros fiston Rougeau. Ah, c'est extraordinaire, le gros fiston Rougeau. Alors, de toute façon, faut savoir là, c'est un sens des titres extraordinaires. Là, on est vraiment sur les papiers de non-fiction et même en fait de reportage de Foster Wallace. Alors, dans un truc soi-disant super auquel on ne me reprendra pas, ça c'est volume et article. L'article raconte une croisière qui lui a pas plu, hein, mais ça fait un texte très cool. C'est très très long. Il y a des effets de structure formidables dans ce texte, on en reparlera. Le gros fiston Rougeau, comme son titre ne l'indique pas, ça raconte, alors toujours un début un peu étonnant, etc. Ça raconte un festival porno. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas les Hautes d'Or, mais c'est un équivalent. Mais donc des remises de prix à Las Vegas sur des films porno, je sais plus de quand ça date, c'est marqué quelque part. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors c'est clairement pas excitant. Puisque de temps en temps je vous parle de littérature érotique, c'est 98. Avec tout un sens de la digression, donc, d'un début. Enfin, de toute façon, chez Wallace, on a toujours des effets de bifurcation dans les textes, qui sont en fait des leurs, et pour arriver à un effet de chute assez étonnant. La vue de chez Mrs. Sampson, c'est un récit qui est très triste et très touchant. Bon, c'est simple, hein. On est chez Mrs. Sampson, c'est la voisine de David Foster Wallace, entre les 11 et 13 septembre 2001, donc une date qui est assez particulière, et donc, je sais pas, l'attentat vu à la télé au quotidien, quoi. Grosso modo, Courage Simba, il suit un candidat en campagne, c'est hyper intéressant sur comment se passe une campagne, etc. Donc même si on n'aime pas le style de l'auteur, c'est vraiment intéressant à suivre, et donc on est sur la campagne des 2000, et les considérations sur le homard, c'est aussi un reportage sur la fête du homard dans le Maine. Donc on est sur des choses absolument... le festival du homard du Maine, je sais plus dans quelle ville.
vraiment ce qui compte. Qui, bon, est, in fine, enfin en tout cas c'est ce que j'ai lu, un plaidoyer pour enfin, contre la souffrance animale, quoi. Et finalement une démonstration absolue de notre dissonance cognitive. Donc on est très loin de l'affaire de Rugy, hein, dans ce cas-là. Encore que. Qu'est-ce qui se passe dans ces récits ? Un énorme sens de l'anecdote. Parce que finalement, encore une fois, ou plutôt comme chez Mark Fisher, l'anecdote est productive en elle-même. Mais je trouve qu'on va être plus près avec les considérations sur l'homard et les autres textes en prose de Foster Wallace de quelque chose comme les mythologies de Barthes. Sauf que c'est beaucoup moins, je vais dire pédant, c'était méchant. C'est pas très pédant en plus les mythologies. Mais Barthes montre du sacré, en fait. Il montre des réminiscences de sacré, de rites, de rituels, dans des trucs de pop culture, le catch, etc. L'anecdote, on l'aura peut-être plus dans les fragments d'un discours amoureux, avec cette espèce de temporalité amoureuse, etc. Enfin, qui n'est même pas une temporalité, mais de dissection amoureuse. Et puis, il y a quand même des bouts de temporalité. Il faudrait comparer de l'amour et les fragments d'un discours amoureux, ça serait joli. Là, voilà. Et puis, il y a l'idée de saisir une totalité. Chez Foster Wallace, finalement, cette totalité, elle reste celle d'un regard, alors d'un regard individuel, mais particulièrement large et qui fait un grand nombre de liens. Et ainsi, les bifurcations, elles ressemblent au mouvement des yeux, quand vous regardez partout, quand vous épiez. Quelque chose d'un peu comme ça. Alors là, je suis dans de la métaphore, mais ça m'y fait penser, là où c'est très différent, donc stylistiquement, de Fisher, c'est que on a des effets de protase, des effets de rythme très très, parfois très impressionnants dans ces textes, c'est-à-dire que si vous analysez une période en rhétorique, une phrase en gros, vous allez avoir un effet de montée, l'acmé, la chute. Donc protase, acmé, apodose. Et les variations là-dessus, donc hop, montée, acmé, chute, c'est l'essence du cartoon, c'est l'essence du tragique, c'est l'essence du comique, etc. Et faut savoir là s'il est particulièrement conscient de ça, voilà, je dirais. Ce qui fait que et il s'en amuse beaucoup, alors beaucoup moins dans le point de vue la vue de chez Mrs. Simpson, parce que le sujet s'y prête pas tellement à cette espèce de virtuosité rythmique, mais vous allez la voir dans les autres textes, et notamment donc dans le premier, Le Gros Fils Rougeau. Parce que ce que ça va avoir pour effet, c'est de donner une impression absolument sublime de quelque chose d'absolument grotesque. C'est très hugolien. Je ne sais pas si c'est un lecteur du coup. Mais vous avez vraiment ce mélange comme ça des registres, c'est-à-dire que la montée est dans quelque chose de 70 ans super, on a une protase qui fait 80 pages. L'effet de montée comme ça, et donc il passe par une ampleur croissante des phrases, l'enchâssement syntaxique, donc on va avoir plein de subordonnés enchâssés, etc. Ça donne une impression de gonflement. Vraiment l'effet, si on veut le comparer à quelqu'un que j'ai déjà cité aujourd'hui, à La Fontaine, c'est vraiment la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf, mais pour montrer à quel point la grenouille est minuscule et médiocre. Et ça amène quelque chose de souvent assez mélancolique et en même temps particulièrement jouissif. Parce que c'est donc ce regard qui se promène qui va donner cette impression-là. Ce qui fait que le fond politique est parfois en arrière-plan, disons, non pas oublié, mais en arrière-plan par rapport à Fisher. Parce qu'il y a quand même d'abord... ça, c'est quelque chose qui fait que voilà, c'est parfois détesté, je comprends. Il y a quand même un roulement de mécanique. Toc, 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 regardez mes phrases, paf, paf. Je fais de la belle syntaxe.
Euh, alors que la syntaxe chez Proust, par exemple, peut être très complexe, mais on n'a pas un effet de roulement de mécanique de la même façon. C'est pas le même type d'enchâssement syntaxique, en fait, très souvent. Et de vocabulaire. Ça marche aussi, cet effet comme ça d'enflure. Chez Wallace, il passe par un vocabulaire extrêmement riche, extrêmement varié et souvent très technique. C'est très différent chez Proust, j'ai l'impression, mais il faudrait que je bosse plus en amont pour en parler plus longuement. Pas le même lexique. En tout cas, voilà, va y avoir cet effet comme ça qui, dans la plupart des textes, bon, enfin, c'est quelqu'un qui maîtrise complètement les registres. Et ça, voilà, ça fait que je le trouve absolument passionnant à lire pour ça, en tant que maître de la rhétorique. Désolée, c'est pas très moderne, mais ça marche quand même particulièrement bien. Et après, ces espèces d'effets universitaires, on va les retrouver dans la pratique de la note de bas de page. Ça, on en avait parlé dans une vidéo consacrée à la fine comédie, il me semble, etc. Est-ce que on est dans quelque chose proche du capitalisme tardif dénoncé par Fischer? Eh bien, on va avoir un peu le même propos politique, avec cette ambiguïté ou cette ambivalence ou ce déchirement que clairement, voilà, s'en sort pas. Et qu'il analyse le problème sans être capable d'en sortir. Et là, on est en plein acide lucide, quoi. C'est-à-dire que il voit parfaitement ce qu'est la postmodernité. De toute façon, c'est un lecteur de Jameson, lui aussi. Il a dû croiser Fischer, en tout cas le lire, etc. Il analyse parfaitement les problèmes, mais il ne sait pas les résoudre. Moi, je dirais qu'il a manqué de féminisme, mais c'est un avis personnel, et je dirais pas que le féminisme sert à tout. En tout cas, ça fait que sa recherche va être moins théorique, peut-être plus quotidienne, mais l'effet produit sera aussi plus littéraire. Et avec cette exergue fantastique, imaginez l'apocalypse sous la forme d'un cocktail. Ça, c'est pour le premier texte. Je vous les raconte pas en détail, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est de voir ce parcours, cette montée, etc. Paf. Et ça fait aussi que j'aime bien les relire. Parce qu'une fois qu'on connaît la chute, et je dirais que la plupart des chutes des textes de non-fiction de Wallace, en fait, se devinent un peu. Hein. Alors que la fin d'Infinite Jest, c'est autre chose. Mais il y a quelque chose comme ça qui fonctionne, je crois, pas trop mal. Et ça me plaît bien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'est intéressant de voir comment cette non-fiction américaine est particulièrement, c'est aussi le cas de Rebecca Solnit, faite à la première personne. On est sur des textes universitaires, mais on n'est pas dans des textes universitaires. Ça, alors ça dérive. On en voit moins en France. On en voit, mais on en voit moins. Je trouve ça intéressant, ça me fait réfléchir. Comment ça va se passer. On a un peu de retard, je crois, là-dessus. Après, là, on peut le voir du côté des essais politiques, en ce moment, il y en a plein. On se demande pourquoi. On va avoir aussi cette idée chez Wallace du reportage et de la narration du reportage. Et ça, je pense que dans l'histoire du reportage, et notamment du reportage états-unien, il doit y avoir des thèses là-dessus. Mais il a un rôle quand même, il me semble, très très à part. Et ça, c'est vraiment intéressant. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt. On aurait pu dire beaucoup plus, enfin, mais c'est déjà ça. À bientôt.